Bonjour à tous. Bonjour Madame Guivarch. Bonjour. Bienvenue à cette conférence échange qui s'inscrit donc dans notre semaine thématique autour des métiers de la science. Donc il faut savoir que c'est dans le cadre d'un cycle de conférences. Donc on a déjà la semaine dernière, donc le secteur de l'hôtellerie, restauration, tourisme a été abordé et des conférences sont déjà disponibles donc en replay sur la plateforme Instant Métier et sur notre site orientation. D'autres secteurs seront proposés dans les prochaines semaines, donc je vous invite à aller consulter le programme qui est accessible donc sur notre site ou directement sur la plateforme. Donc aujourd'hui, notre conférence du jour est consacrée à la biologie végétale. Donc nous remercions Madame Guivarch d'avoir accepté de nous présenter son parcours et de nous faire partager son expérience. D'un point de vue technique, je vous informe que vos micros et caméras ont été coupés. Toutefois, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat et je me chargerai de les poser à Madame Guivarch. Donc avant de laisser la parole à Madame Guivarch et de rentrer pleinement dans le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, je vais vous donner rapidement quelques éléments de contexte pour mieux appréhender ce que recouvrent les métiers de la science. Donc, le secteur scientifique comprend des disciplines variées, donc les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie et d'autres encore, qui recouvrent différentes spécialisations comme la biologie moléculaire, la génétique, l'écologie, la botanique, la physique nucléaire, etc. etc. Donc, les sciences sont à la fois théoriques, avec l'élaboration de théories scientifiques, mais également expérimentales, à travers l'application pratique des connaissances scientifiques qui nous permettent de résoudre donc des problèmes et de développer de nouvelles technologies. Les découvertes scientifiques aident par exemple à améliorer les techniques de production et de conservation de l'énergie, à réduire l'impact des activités humaines sur l'environnement, à inventer de nouveaux matériaux, à améliorer le diagnostic et le traitement de certaines maladies, etc., etc. Donc beaucoup de problématiques qui peuvent être aujourd'hui résolues grâce à l'utilisation des sciences. Donc, on retrouve souvent les professions scientifiques dans les services de recherche et de développement des entreprises, notamment dans l'industrie chimique et pharmaceutique, mais aussi l'automobile, l'énergie, l'aérospatiale. Et on les retrouve également dans les universités et les instituts de recherche, où les professionnels enseignent et font de la recherche. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous donc Madame Guivarch, qui est professeure à l'université de Tours et directrice du laboratoire de recherche, donc BBV, biomolécules et biotechnologie végétale, donc tout un programme qu'elle va nous présenter. Donc sans perdre plus de temps, Madame Guivarch, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter et nous parler un petit peu de votre parcours? Alors, vous avez déjà dit beaucoup de choses sur moi, effectivement. Donc, moi, je m'appelle Nathalie Guivarch. Je suis, comme vous l'avez dit, professeure à l'Université de Tours. En fait, je suis enseignante-chercheur, professeure, et donc directrice aussi de l'unité de recherche biomolécules et biotechnologie végétale. Alors, peut-être pour positionner un peu mon parcours, dire que moi, j'ai toujours été passionnée par les sciences, d'une façon générale, qu'elles soient biologiques, mathématiques, physiques. Donc, au départ, je me suis intéressée à beaucoup de choses parce que j'ai eu la chance de côtoyer jeunes des personnes qui étaient voilà, scientifiques et puis des gens aussi qui étaient proches de la nature et qui m'ont appris une chose en particulier, c'est de l'observer, pas uniquement de la voir, mais de l'observer. Et de là est née finalement cette envie de vouloir travailler en rapport avec cette nature. Donc, au départ, je voulais faire plutôt métier en rapport avec de la chimie, mais c'est une rencontre avec un professeur au lycée. C'était au lycée, qui m'a ouvert les yeux sur la biologie végétale. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, moi, j'aimerais travailler dans ce domaine-là. Et mon objectif à l'époque, c'était de se dire, bah, je voudrais nourrir la planète, parce que qui pense plante pense aliment et pense voilà nourriture. Et donc, j'ai choisi de faire un bac scientifique pour pouvoir ensuite rentrer à l'université et faire une licence en biologie, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences du vivant, qui offrait l'avantage de pouvoir faire de la biologie végétale, bien sûr, mais aussi toutes les autres biologies dont vous avez mentionné la multidisciplinarité tout à l'heure. Donc, j'ai fait de la génétique, de la biologie moléculaire, de la biologie animale, etc. Et ça, c'était extrêmement intéressant parce que ça donne une vue très élargie, en fait, du domaine des sciences de la biologie. Et puis, en fait,
très vite, j'ai eu l'occasion à l'université de pouvoir faire des stages. On ne dira jamais combien faire des stages, c'est extrêmement important parce que ça m'a surtout permis de découvrir des métiers. Je me suis retrouvée dans des laboratoires de recherche, notamment j'avais fait un stage à l'INRA, l'INRAE maintenant, et là j'ai découvert ce qu'était le métier de chercheur et j'ai compris que c'est un métier qui pouvait me plaire. Et donc, tout naturellement, après mon bac, ben, je suis allée à l'université, comme je vous l'ai dit, et suite à l'obtention de mon master, eh bien, j'ai fait un doctorat. Un doctorat, c'est donc un bac plus 8. C'est 3 années d'études dans un laboratoire où on a un projet expérimental à mener, une question scientifique, entre guillemets, à résoudre, en tout cas, à faire avancer. Et là, à la suite de ça, ben, on soutient sa thèse, on a un doctorat, et avec ce doctorat, on peut préparer des concours pour pouvoir rentrer dans la fonction publique, pour faire de la recherche dans la fonction publique, que ce soit pour moi à l'université, pour d'autres, ça va être au CNRS, à l'INRAE, à l'INSERM, etc. etc. Bon, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu rentrer assez jeune. Finalement, j'ai réussi un concours assez jeune et j'ai donc pu commencer ma carrière d'enseignant-chercheur finalement assez tôt. Voilà pour mon parcours. Et alors, le laboratoire que j'ai intégré, c'est celui qu'aujourd'hui je dirige d'ailleurs. C'est BBV, comme vous dites. Et en fait, très, très vite, j'ai été intégrée dans des thématiques de recherche qui rejoignaient un peu mon objectif de départ, c'est-à-dire étudier des plantes. En l'occurrence, ici, c'est des plantes médicinales pour non pas nourrir la planète, mais pour la soigner, puisque mon objectif, c'est de comprendre comment ces plantes produisent et pourquoi elles produisent des molécules rares qui, d'un autre côté, montrent des activités biologiques extrêmement intéressantes. Notamment, moi, je travaille beaucoup sur les anticancéreux, sur des molécules naturelles de plantes qui ont des propriétés anticancéreuses et qui nous permettent aujourd'hui de développer des procédés dits biotechnologiques, d'où le nom de mon équipe, pour essayer de proposer un moyen de produire ces molécules sans atteindre, sans passer par la plante en fait. L'idée c'est de ne pas diminuer la biodiversité, même plutôt essayer de préserver tout ça, mais en même temps répondre à ce besoin qu'on a aujourd'hui de faire des médicaments de plus en plus performants et de soigner les gens. Donc je ne les nourris pas, mais je les soigne indirectement. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation de votre parcours. Donc, nous allons passer à la présentation de votre métier et donc de vos activités professionnelles au quotidien. Donc, je vais vous demander en fait de définir votre métier en 3 mots et puis après de nous parler un peu plus spécifiquement de ce que vous pouvez faire dans le cadre de votre activité professionnelle. Alors, je crois que le premier mot que je pourrais dire, c'est double. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est enseignant-chercheur. Donc, en fait, on n'a pas un seul métier, mais on en a deux. Il y a le métier d'enseignant, qui est classique, hein, c'est faire des cours devant des étudiants, leur transmettre des connaissances, voilà, les faire aussi, leur apprendre l'expérimentation, puisque à l'université, il y a beaucoup de TP, par exemple. Donc ça, c'est un métier à part entière. Et puis, à côté de ça, on est chercheur. C'est-à-dire qu'on travaille dans un laboratoire qui a une thématique de recherche, je vous ai présenté la mienne, et dans laquelle eh bien, on doit monter des protocoles, mettre en place ensuite ces protocoles, avoir des résultats, les analyser, échanger avec tous les membres de l'équipe, parce que voilà. Et donc, c'est deux métiers vraiment complémentaires, puisque les données que l'on récolte dans notre activité de recherche peuvent être ensuite un moyen de nourrir nos cours et donc d'avoir toujours des cours actualisés par rapport à l'actualité scientifique. Ça, c'est le premier mot. Le deuxième, j'aurais dit contact, parce que c'est un métier de contact. On n'est absolument pas isolé. Bon, quand on est enseignant, on est en contact avec les étudiants et c'est pas parce qu'on est à la fac qu'on est loin d'eux. On est en fait assez proche d'eux. Et puis on est aussi en contact avec beaucoup de gens au sein d'une équipe de recherche. Que ce soit les techniciens, que ce soit les enseignants-chercheurs, que ce soit les doctorants, les post-doctorants, et puis même tout ce qui est autour, parce qu'on est en contact avec des financeurs, avec l'administration de l'université, avec des industriels. Quand on parle de médicaments, il faut parler aussi du monde qui va les produire et les commercialiser. Voilà, donc c'est vraiment un métier de contact. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir les gens et de parler avec eux. Et puis, bon, je dirais, je ne sais pas, le troisième mot, la transmission. C'est un métier qui est là pour transmettre des connaissances, transmettre de la formation, voilà, pour résumer. D'accord, merci. Alors, on a une petite question dans le chat que je vais vous poser tout de suite. Donc, on a Sarah qui nous demande quelle est la part d'enseignement et de recherche donc, dans votre métier. Est-ce qu'on est sur un rapport moitié-moitié dans votre temps de travail?
C'est une très très bonne question et c'est une question à laquelle il n'y a pas une seule réponse. Je crois que ça dépend un petit peu de tout le monde, enfin de chaque enseignant-chercheur. Pour ma part, j'ai essayé de trouver un équilibre entre les deux parce que j'aime autant l'un que l'autre. Dire que c'est du 50-50, je ne sais pas. Ça doit être ouais, à peu près ça, sans compter qu'il y en a un peu un troisième de métier que je n'ai pas forcément ici évoqué, c'est qu'en étant directrice d'un laboratoire, il y a aussi un petit côté Mm, administratif de mm. gestion d'une équipe qui me prend aussi un petit peu de temps. Mais oui, je dirais que c'est moitié-moitié. D'accord. Donc, on a une deuxième question qui demande donc, quels sont les délais pour découvrir un médicament et le diffuser? Est-ce que vous avez une réponse à nous apporter à cette question? Alors, les délais, là c'est pareil, c'est extrêmement variable. Alors, dans notre métier, dans ma branche, en fait, on se base parfois sur des études un peu historiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ethnobotanie. On étudie les potions hein, que fabriquaient les anciens à partir des plantes pour soigner tel ou tel mot. Et aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir imaginer quelles sont, enfin de pouvoir aller analyser pardon, les molécules qui sont produites par ces plantes. Donc déjà, il y a tout ce temps-là, qui prend quand même quelques mois, voire quelques années. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a isolé les molécules, il faut tester leur activité pour voir si ça peut être potentiellement un principe actif de médicament. Et là, bah, c'est un peu une pêche à la ligne. Et ça nous demande souvent de travailler avec des laboratoires qui ont des tests. Donc, on fait des collaborations avec des gens parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Et puis, une fois même qu'on a découvert une molécule à activité, voilà, là, après, c'est tout le processus du médicament. Il faut qu'on soit capable d'en produire des quantités Mm. suffisantes déjà, qu'il soit conforme au produit de départ et surtout après, comme c'est un produit qui sera un médicament, il doit passer toute une série de validations, ce qu'on appelle les essais cliniques. Vous avez peut-être vu ça avec la Mhm. notion du vaccin contre la Covid qu'on Mhm. vient de vivre. Et donc, à partir de ce moment-là, ça demande encore plein d'années. C'est fait par des laboratoires indépendants. C'est géré par les CHU, c'est-à-dire les centres hospitaliers. Donc, en gros, entre une molécule qu'on découvre et la potentialité de le transférer en médicament, il peut se passer plus de 10 ans. Hein. Mm. Oui, donc c'est un Voilà, processus assez long quand même. voilà. Alors, on a encore une question qui nous demande, donc, est-ce que c'est vous qui choisissez votre laboratoire de recherche donc, par rapport à votre parcours ou est-ce qu'on vous l'a imposé du coup par rapport peut-être voilà, au sujet de votre thèse? Est-ce que vous pouvez en changer? Enfin, voilà, comment ça se passe concrètement le fait d'avoir été affecté, j'ai envie de dire, enfin, ou en tout cas employé par ce laboratoire de recherche en particulier? Alors, vous avez deux choses différentes. Vous avez parlé de la thèse d'une part et après Oui. l'affectation. Alors, pour ce qui est de la thèse, aujourd'hui, pour pouvoir faire une thèse, on doit passer un concours pour avoir ce qu'on appelle une bourse, puisqu'on ne peut pas faire une thèse sans avoir un support financier. Et donc, en fait, il y a une parution chaque année des thèses avec Mhm. leur sujet, le laboratoire. Et donc, on peut concourir ou pas si le sujet nous intéresse ou pas. Donc, il y a déjà ça. Après, si D'accord. on est lauréat du concours, on va là où on veut. Si on ne l'est pas, on tente un autre concours. Pour ce qui est du poste, c'est un peu la même chose. Comme c'est sur concours, les postes, ils sont affichés chaque année avec le nom du laboratoire auquel il est affecté, le sujet d'accord, du travail de ce laboratoire. Donc, on candidate là où on aurait envie d'accord, de travailler. Après, ça reste un concours. Si on est recruté, ben, on sait où on va. Si on n'est pas recruté, on va tenter un autre concours dans un autre laboratoire. Après, une fois qu'on est intégré dans le laboratoire, il y a une thématique générale, mais c'est ce que j'aime beaucoup dans ce métier, on a une vraie liberté. Une vraie liberté de développer à l'intérieur du sujet la stratégie scientifique qui nous semble la plus opportune, la plus pertinente, celle qui va utiliser des techniques qu'on a envie de développer, qu'on a envie d'intégrer dans l'équipe, etc. Donc il y a une vraie liberté quand même du choix de la façon de développer notre recherche à l'intérieur de la thématique globale de l'équipe, parce que l'équipe, elle a effectivement comment dire, voilà, un cadre de recherche qui est validé d'ailleurs par le ministère. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Donc du coup, quand vous avez intégré le laboratoire auquel vous appartenez aujourd'hui, en fait, vous vous êtes positionné sur un poste ou enfin, comment vous êtes arrivé dans ce laboratoire-là? Est-ce qu'on vous l'a proposé? Est-ce que enfin, voilà, je pense que c'était aussi le Non, sens de la question.
D'accord. Non, dans le concours, c'était affiché que le poste D'accord, d'enseignant-chercheur était pour ce laboratoire. d'accord, Donc, je savais si j'avais le concours, dans quel laboratoire j'allais atterrir. Après, on n'est pas, comment dire, marié avec le laboratoire toute sa carrière. On peut avoir des opportunités de changer. Soit parce d'accord, que moi, quand on rentre, enfin, moi, je suis rentrée en tant que maître de conférence parce qu'il y a 2 grades d'enseignant-chercheur à l'université. Il y a maître de conférence et c'est les premiers métiers qu'on fait. Et ensuite, on peut passer à un autre concours, une fois qu'on a un petit peu d'expérience, pour passer professeur. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. Et donc, d'accord, à ce moment-là, au moment de passer professeur, soit on peut candidater dans son équipe s'il y a une place qui se libère et on peut proposer une nouvelle thématique de recherche, soit on peut concourir dans d'autres laboratoires, d'autres universités. Et à ce moment-là, ben, on change et d'équipe et en général aussi de thématique de recherche. d'accord. Je pense que la réponse est très claire. On a un petit commentaire qui vous remercie. On a encore une question, qui demande: «Est-ce que dans votre métier, on est obligé d'enseigner ou est-ce qu'on peut être simplement que dans la partie, recherche?» Parce que vous nous avez Alors, parlé d'un double métier enseignant et chercheur. Est-ce que, du coup, voilà, on peut scinder les 2? Alors, à l'université, on rentre comme enseignant-chercheur. Donc, on fait normalement de l'enseignement et de la recherche. Maintenant, il existe d'autres organismes de recherche en France, comme le CNRS, l'INRAE, l'INSERM, le Collège de France, etc. Enfin, il y en a plus, le CEA, par exemple. Tout ça, ce sont des organismes de recherche où le seul métier que l'on fait, c'est chercheur. Mais c'est d'autres concours. Voilà. D'accord. Maintenant, après, au sein de l'université, comme je vous ai dit, c'est 50-50, mais on peut avoir une propension à faire plus d'enseignement que de recherche ou plus de recherche que d'enseignement. Voilà. Mmh. Mais normalement, on s'est engagé à faire les deux. Merci. Alors, on va poursuivre un petit peu donc, par rapport à votre métier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Moi, j'aime beaucoup mon métier. Voilà, ça c'est vrai, c'est le cas, parce que je suis curieuse et que ce métier-là, il entretient cette curiosité, il permet de pouvoir apprendre constamment. Et ça, c'est pour moi mon grand plaisir. C'est aussi un métier qui me permet de rencontrer des gens vraiment brillants, qui apportent beaucoup de choses et voilà, avec qui je peux échanger, je peux monter des hypothèses, des projets, et donc c'est extrêmement stimulant en fait. C'est un métier qui est absolument pas monotone. Voilà, on parlait tout à l'heure de la, la journée type. Il n'y a pas de journée type en fait. On peut changer quand on change même si on fait plusieurs projets, on peut rencontrer plusieurs types d'étudiants, voilà. Donc c'est vraiment pas du tout répétitif et moi c'est ce que j'aime dans ce métier. Et puis après, je dirais que c'est un métier qui est satisfaisant parce que moi en tout cas, il me donne l'impression que je sers à quelque chose. Voilà. Même si c'est de la biologie végétale, on pourrait se poser la question pourquoi étudier les plantes. Mais là, il Mmh. y a des objectifs de découvrir des molécules, d'essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, de faire des médicaments d'une façon voilà, intéressante et puis qui iront sauver des vies. Hein. Je sais que les anticancéreux sur lesquels on travaille aujourd'hui sauvent plein de vies. Voilà, maintenant on cherche à trouver les moyens d'en faire pour que ça n'attaque pas la planète, par exemple. Donc on travaille aussi bien sur l'aspect médical que sur l'aspect environnemental. Et ça, c'est très satisfaisant en fait dans notre société aujourd'hui. Voilà, donc c'est un métier qui m'apporte beaucoup pour Mmh. ça. Merci. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez nous dire donc selon vous, quelles seraient les principales qualités et compétences pour pouvoir exercer le métier que vous faites aujourd'hui? Oui, alors ça évolue, c'est avec le temps, je dirais. Vous aurez compris que peut-être une des qualités majeures, c'est quand même la curiosité. Il faut avoir la passion, et puis voilà, il faut être vraiment ouvert sur le monde, qu'il soit vivant, physique, mathématique. Et dans les sciences, il faut vraiment s'ouvrir à tout. Et je dirais que même en faisant de la biologie, on a aussi besoin de comprendre plein de choses en physique, en maths ou en d'autres domaines, parce que toutes ces sciences sont assez imbriquées. Donc vraiment, il faut être curieux, ouvert. Et puis, il faut quand même être un peu méthodique. On ne peut pas partir dans tous les sens. Il Mmh. faut savoir réfléchir, poser des hypothèses, monter des protocoles expérimentaux, obtenir des résultats, savoir les interpréter, et puis ensuite en donner des conclusions qui permettront de rebondir vers d'autres projets, vers d'autres hypothèses. Donc, il y a vraiment besoin d'être méthodique.
Voilà, ça c'est une compétence, une qualité qu'il faut avoir. Il faut aussi être un peu altruiste parce qu'on travaille pour soi, pour se faire plaisir, mais surtout on travaille en équipe, donc pour permettre aussi aux autres d'exprimer, de donner le meilleur d'eux-mêmes, etc. Donc c'est vraiment un métier qui est ouvert à ça. Et puis je pense qu'il faut, une des qualités qu'il faut garder, même sous l'enthousiasme, quand on découvre des choses très intéressantes, c'est l'humilité. Il faut rester humble. Parce qu'à côté de tout ce qui reste à découvrir, tout ce qui reste à étudier, voilà, on n'apporte qu'une toute petite pierre à cet édifice. Il faut accepter l'échec. Des fois, on fait des hypothèses qui ne sont pas bonnes. Ben, ce n'est pas grave. Il faut savoir rebondir. Donc, il faut garder une vraie humilité, savoir toujours se remettre en question ce qu'on a fait pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, et puis, après, il faut avoir un peu de chance parfois. C'est-à-dire, il faut que ça marche. Voilà, donc non, c'est un métier, je pense, voilà, qui est assez complet. Je vous entends plus. Ah, pardon. Ah, vous Ça y est. m'entendez? Si, le son est revenu. Quel conseil vous pourriez donner à une personne qui serait intéressée pour devenir enseignant-chercheur et travailler dans un laboratoire de recherche? Alors, bon, déjà qu'elle garde la curiosité, l'enthousiasme, tout ce qu'il faut, d'accord, parce que vous avez bien compris que c'est important. Après, ce sont des études longues. Hein, je vous ai donné un peu mon parcours. Donc, il ne faut pas être effrayé par ces études, parce qu'en fait, à chaque année qui passe, on mûrit, on grandit et on s'approprie de plus en plus, en tout cas, les techniques de ce futur métier. Il faut continuer à s'intéresser à tout et surtout, je pense, ce qui est important pour les jeunes aujourd'hui, qui comprennent, c'est qu'il faut savoir s'investir, mais à fond et sur le temps et sur la durée. On est un peu dans une société où on passe tout le temps d'un domaine à un autre, une question à une autre. En recherche, il faut savoir creuser un peu un sillon, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les questions, comme on disait tout à l'heure, il faut 10 ans pour arriver peut-être à valoriser une molécule. Bah, si on n'a pas de persévérance, d'accord, dans le sujet, on n'aboutira jamais. Donc, c'est vraiment, voilà, il faut se connaître, apprendre à se connaître soi-même pour savoir si ça fait partie des qualités qu'on a ou que l'on peut développer. Donc on a une nouvelle question. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être en désaccord ou est-ce que vous pouvez être en désaccord avec les suites à donner à une recherche? Et si tel est le cas, comment est-ce que vous conciliez, voilà, votre éthique, vos valeurs et les directives qui sont, engagées, au niveau des recherches? Alors oui, bien sûr. La recherche, elle est menée à l'échelle d'une équipe. Une équipe, ça veut dire qu'il y a plusieurs enseignants-chercheurs, donc en général, c'est un peu de façon collective qu'on va définir la stratégie scientifique dans laquelle on a envie de développer le projet. On n'est donc pas toujours tous d'accord, c'est la vraie vie, hein. C'est une petite communauté. Donc après, c'est entre gens, voilà, intelligent, je dirais, on apprend à dialoguer et on pèse le pour, le contre de chaque proposition et on voit ce qui est réellement faisable et qui a plus de chances en fait d'aboutir à ce que l'on cherche à développer plutôt que d'autres choses. Après, il y a toujours aussi la possibilité d'essayer. D'accord, donc de temps en temps, on peut essayer des choses un peu qui semblent farfelues, mais qui peuvent déboucher sur des choses, sur des manips intéressantes. Donc ça, c'est un premier point. Après, j'ai entendu dans la question le mot éthique. Quelles que soient les décisions que l'on prend, voilà, de façon collégiale, elles sont toujours régies par une éthique. On ne peut pas faire des sciences sans se poser la question de savoir si ce qu'on fait rentre en tout cas dans le concept éthique dans lequel on doit travailler. Donc oui, on fait très attention à ça. Alors dans les plantes, ça se pose peut-être un peu moins cette question parfois que, que sur les animaux, mais quand même si, il y a beaucoup de questions éthiques qui se posent. Voilà. Après, je ne sais pas, il y avait un troisième point, il y avait ça, il y avait l'éthique. C'était l'éthique, les valeurs et les directives du coup, qui peuvent parfois être, en opposition? Alors, les directives, je dirais que l'avantage d'être directrice d'une équipe, c'est qu'on peut implémenter les directives. Maintenant, quand on est enseignant-chercheur et qu'on dépend d'une direction, bon, on doit suivre effectivement une stratégie globale, mais comme je vous le dis, le dialogue est possible. Et donc, on peut tout à fait aller discuter avec sa direction et dire, voilà, moi, j'aimerais plutôt, dans cette thématique-là, développer plutôt ça, ça et ça, pour telle et telle raison. Ça s'argumente. Voilà, c'est de la discussion, hein. Et il y a un point important, c'est que pour pouvoir faire toute cette recherche, il nous faut des sous.
Voilà, ça c'est un peu le nerf de la guerre. Et donc très souvent, les projets que l'on peut défendre auprès de sa direction, c'est aussi un moyen de dire je vais les proposer dans des appels à projets et je vais demander des financements. Et ça, c'est un très très bon indicateur. Parce que les gens ne donnent pas de l'argent sur des sujets qui ne sont pas suffisamment argumentés et qui n'ont pas suffisamment, en tout cas, d'intérêt. Donc là, voilà, il y a tout un ensemble de critères qui peuvent permettre de changer en fait une direction de la recherche. Merci. Donc, tout à l'heure, vous nous parliez de journée type. Voilà, est-ce que l'on peut parler de journée type dans votre métier? Et sinon, est-ce que vous pourriez nous décrire ce à quoi ressemblent vos journées au travail? Oui. Alors, de journée type, non, il n'y en a pas parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs métiers qui s'entrecroisent et à l'intérieur même des métiers, il y a plusieurs actions qu'on peut mener. En gros, voilà, il y a des jours où j'ai des cours, voilà, et d'autres où j'en ai pas, mais j'ai jamais cours 8 heures dans une journée. Donc, à côté des cours, après, je vais rentrer au laboratoire, je vais avoir une réunion, par exemple, où je vais devoir aller faire une expérience avec les étudiants que j'encadre. Ou alors, hop, je m'en vais en congrès parce que j'ai une conférence à donner, par exemple. Ou alors, bah, il faut que je me penche moi-même sur mon ordinateur pour écrire des projets, pour pouvoir avoir les financements pour permettre de faire fonctionner le laboratoire. Voilà, donc c'est vraiment des journées qui sont très varié en fonction, disons, ce qui gère un peu le canevas, c'est les heures de cours. Ça va être aussi les protocoles expérimentaux, parce qu'on travaille avec du vivant, et bon, le vivant, il prend pas de week-end, il fait pas des choses tout le temps comme on aurait envie. Voilà, une fois qu'on a tablé ça, après, ben, on remplit son temps, et on le remplit bien, je vous l'assure, avec tout un tas d'autres tâches. Voilà. Et puis, au milieu de tout ça, il y a des voyages aussi, parce que des fois, enfin, quand c'était possible, et on va pouvoir en reprendre maintenant, c'est d'aller voir les collaborateurs dans leur laboratoire pour voir la complémentation de nos expertises, pour pouvoir monter des nouveaux projets, voilà, ou faire des conférences, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, il y a beaucoup d'actions possibles. Donc, une activité assez dynamique Et et variées. diversifiée. Voilà, Oui, tout à fait. d'accord. Alors, du coup, est-ce que pour aider les personnes qui nous écoutent, et notamment les élèves, les jeunes, quelle notion que l'on aborde au lycée est aujourd'hui indispensable pour vous dans votre quotidien professionnel? Donc, le lien entre ce que vous avez pu apprendre en étant au lycée et votre travail aujourd'hui. Je vais peut-être pas leur faire plaisir aux lycéens, mais il y a beaucoup de choses qui sont importantes qu'on commence à acquérir au lycée, qu'après on va évidemment solidifier dans le reste de ses études. Je dirais les langues. Le français. Apprendre à parler français et à écrire français, c'est primordial. Comme je vous l'ai dit, il y a la transmission dans ce métier, donc il faut pouvoir rédiger, il faut pouvoir Mmh. communiquer, et ça c'est extrêmement important. Et à côté du français, il y a l'anglais. L'anglais, c'est la langue internationale en sciences, quelles que soient les sciences. Donc, il faut la maîtriser aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Donc, ça fait partie des choses qu'on a démarré au lycée. Pour moi, c'était des choses importantes. Après, toutes les sciences qu'on a fait dès le lycée, que ce soit les bases de mathématiques, de physique, on va voir, enfin après, on les utilise de façon assez régulière quelque part dans mon métier. Par exemple, je dois faire une dilution. Donc, comment je dois diluer? Ben voilà, ça, c'est des choses qu'on apprend au lycée. De seul coup, je dois allumer un laser. Donc, hop, c'est de l'optique. Ben, c'est des choses qu'on a appris, par exemple, au lycée. Et puis, en biologie, ben, c'est le sens de l'observation. Moi, je me souviens de TP qu'on faisait où on observait au microscope. Je ne sais pas si c'est des choses qui se font encore maintenant au lycée. Mais déjà, c'était, voilà, vous regardez, mais vous observez aussi. C'est-à-dire, on décrit, on dessine, on et tout ça, c'est des notions qu'on apprend au lycée et qui servent après tout le temps. Et que j'enseigne et que je continue à enseigner à mes étudiants à la fac. Merci beaucoup. Donc, pour conclure, est-ce que vous pourriez nous résumer votre métier en une seule phrase? Ça m'a posé question, ça. Alors, une seule phrase. Alors, je dirais que c'est un beau métier, très diversifié, vous l'avez vu, qui, moi, en tout cas, m'apporte beaucoup de satisfaction et permet de vraiment développer de belles relations avec les autres. Et puis, en quelques mots, il permet de découvrir, de valoriser et de transmettre les connaissances. Voilà, c'est ça mon métier. Parfait, merci beaucoup. Alors donc du coup, nous arrivons à la fin de notre, interview et de ces échanges. Donc je ne sais pas si parmi les auditeurs, il y a d'autres questions que vous souhaiteriez poser donc à madame Guivarch?
pense que voilà, beaucoup de questions ont déjà été posées et beaucoup d'éléments ont été apportés. Donc il me reste... Ah, on a une question. Alors, je vais patienter le temps que la personne rédige sa question pour pouvoir vous la poser. Il y a les petits points, donc les gens sont en train d'écrire. Oui, oui, On va patienter, voilà, pouvoir apporter. Alors, une réponse. Donc, la question. On a une jeune qui demande si la spécialité physique-chimie au lycée était importante pour votre métier. Oui, oui, oui. La biologie, c'est un concentré de beaucoup de sciences. Moi, je travaille sur des molécules, vous l'aurez compris. Des molécules, c'est de la chimie. Dans le vivant, ça s'appelle de la biochimie. Donc Mmh. oui, la chimie, c'est important. Et la physique aussi, parce qu'on le travaille au niveau d'une plante ou d'un organisme en entier. Et un organisme en entier, bah, il est régi par des lois physiques. Il y a des échanges de molécules d'un compartiment à un autre, d'une cellule à un autre. Ça, c'est des effets voilà, de physique, d'accord, de différence de concentration, etc., etc. Donc, là, il y a des molécules qui ont des propriétés électriques, par exemple, etc., etc. Mmh. Donc, voilà, il faut imaginer que les rudiments de physique et de chimie sont au moins autant importants que la biologie en tant que telle. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc il me reste à vous remercier madame, Guivarch, Oui, c'est un pour, plaisir. pour ces échanges. Merci à tous, d'avoir suivi cette conférence. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager cette information autour de vous. Il reste encore beaucoup d'autres thèmes de conférences à venir et je vous rappelle qu'il est possible de revoir toutes les conférences en replay, donc sur notre site orientation-centre-val-de-loire.fr ou sur la plateforme des Instants Métiers où vous pourrez également retrouver beaucoup de ressources utiles, donc des documents, des vidéos, notamment une vidéo, faite dans le laboratoire de madame Guivarch, donc ça peut être intéressant également pour approfondir le sujet, du jour et donc voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée à tous et à bientôt sur nos autres conférences Instant Métier. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont été là pour écouter.